nous sommes quand même collectivement très choqués de la façon dont, une fois encore, ce gouvernement Barnier, dans la stricte continuité, il faut bien le dire, du gouvernement Borne, utilise l'autorité et la confiance naturelle que les Françaises et les Français peuvent avoir dans la continuité de l'État pour agiter un éternel scénario peur, espèce de sentiment de panique pour se défausser de leurs propres responsabilités, mais il faut bien le dire, diffuser des véritables mensonges d'État. Alors, Madame Borne, en ce moment, fait plus d'émissions qu'elle ne vend d'exemplaires de son livre pour expliquer pourquoi elle avait recours systématiquement au 49.3, en expliquant déjà à l'époque, de manière réitérée, que si elle n'avait pas recours au 49.3, sous-entendant elle-même que ce n'était pas une voie démocratique correcte à ses yeux, c'est parce que si elle n'utilisait pas ce 49.3, il n'y aurait pas de budget de l'État, il n'y aurait pas de budget de la sécurité sociale et ce faisant, les retraites ne seraient plus payées, les aides sociales ne seraient plus versées, les salaires des fonctionnaires ne seraient plus assurés, les services publics de l'État s'effondreraient et finissant généralement ces descriptions apocalyptiques et mensongères par le fait qu'il y aurait un shutdown à l'américaine, ce qui est en fait impossible. Quand on voit également que les plus hautes autorités institutionnelles de ce pays, en particulier Pierre Moscovici lui-même, de manière plus subtile, mais perlée, sous-entend effectivement qu'il faudrait éviter ce shutdown à l'américaine, alors qu'il sait pertinemment que c'est faux. Il y a un moment où nous avons estimé, nous ne sommes pas les seuls, puisque j'ai vu entre-temps que Yael Braun-Pivet venait au secours de la vérité, et je tiens à le saluer, qu'il fallait faire un moment un peu solennel où nous expliquions aux Françaises et aux Français qui veulent bien nous faire confiance et qui nous écoutent, que tout cela est un mensonge et que tout cela est faux. Vous verrez la note qui vous a été distribuée. Nous expliquons très clairement les dispositions qui protègent les Françaises et les Français et notre pays d'une manière générale de tout risque de déstabilisation budgétaire, que tout cela n'est que vaine tentative de communication pour déstabiliser la voie normale de la démocratie, à savoir quand il y a une majorité de soutenir un budget et quand il n'y a pas de majorité parlementaire, que les oppositions aient le droit de le contester jusqu'au bout et le droit de ne pas voter un budget quand ce budget est mauvais et quand le budget de la sécurité sociale est mauvais. Il y a dans notre pays, au-delà dans notre histoire longue, au-delà des aléas de l'histoire, de changements de régime qui ont été nombreux ces 2 derniers siècles, une véritable continuité de l'État. C'est bien une constance de notre pays, il y a une continuité administrative de l'État, il y a une continuité du service public, des services publics, et les finances de l'État, malgré les guerres, malgré les révolutions, malgré les révoltes, malgré les difficultés, n'ont jamais fait défaut à une seule reprise lors de la loi des 2/3 sur la Révolution française. En dehors de ce moment-là, il n'y a jamais eu de défaut, il n'y a jamais eu de difficulté à honorer les engagements de la France et des Français. Et donc, je m'étonne quand même que dans un certain nombre de médias, en particulier plus ils sont grand public, plus la réplique informative, correcte, envers ces mensonges de l'État est faible. Encore une fois, hein, Madame Borne, c'est pas de ma faute, mais c'est elle qui ment le plus sur ce sujet. Samedi soir, une émission grande écoute sur le service public sur France 2 a pu une fois de plus prétendre qu'il y avait un shutdown et il n'y a eu personne sur le plateau pour lui expliquer qu'elle racontait strictement n'importe quoi. Et donc nous devons le faire aujourd'hui. Quelles sont les dispositions que la Constitution et la loi organique des finances prévoient pour préserver notre pays de tout risque d'instabilité budgétaire? Eh bien, c'est tout simple. Si jamais, premier cas d'espèce, le gouvernement refusait d'utiliser un 49.3 ou ne souhaitait pas utiliser un 49.3 et que donc les délais prévus d'une part pour le projet de loi de finances et d'autre part pour le projet de loi de finances spéciale n'étaient pas respectés, eh bien nous serons habilités par la LOLF à voter une loi spéciale qui permette de prélever les impôts. Je tiens tout de suite à signaler que le groupe Rassemblement National déposera dans ce moment, dans le cadre de cette loi spéciale, un amendement pour garantir l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. Nous avons vérifié avec les services de l'Assemblée que le dépôt de cet amendement était bien possible. Il est bien possible et il dépendra de la bonne volonté du président Coquerel de le valider, puis pour la commission, puis pour la séance du président de l'Assemblée Braun-Pivet. Et donc à ce moment-là, il n'y aura pas de difficulté particulière. Pour la
le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le problème ne se pose même pas. C'est là où le mensonge d'État sur le paiement des retraites est particulièrement grave, puisque le prélèvement des cotisations sociales ne relève pas du projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais relève du Code de la sécurité sociale qui prévoit dans ses articles le prélèvement de ces cotisations, et donc l'absence de vote dans les délais d'un projet de loi de finances de sécurité sociale n'empêche pas du tout le prélèvement de ces cotisations sociales, et donc, ce faisant, du versement des pensions de retraite. Ça, c'est sur l'aspect recette. Et sur l'aspect dépenses, eh bien, que ce soit par ordonnance et par des dispositions temporaires, le gouvernement, qu'il soit démissionnaire ou qu'il ne soit pas démissionnaire, est totalement apte à mettre en place des crédits de dépenses qui correspondent aux crédits votés l'année dernière. Ces crédits, et sinon nous n'en serions pas là, sont suffisamment amples, puisqu'ils étaient évidemment déjà largement déficitaires, et donc ils prévoient largement de pouvoir financer les services publics, et en particulier sur les premiers mois de l'année, et même, ça ne sert à rien de créer un faux suspense, sur l'ensemble de l'année. Donc on voit bien, et vous aurez tout le détail, je ne vais pas vous lire la note, vous pourrez la lire vous-même, vous voyez bien que toute cette tentative du chaos renvoie, de communiquer autour du chaos, renvoie en fait à la responsabilité politique de ce gouvernement, pour ne pas dire ces gouvernements depuis la réélection d'Emmanuel Macron, qui ne veulent jamais rien assumer de leur bilan. Il n'y a pas un mur du chaos créé par les oppositions, il y a un mur de la dette, un mur de l'endettement, un mur du déficit, un mur des paiements que nous devons honorer à cause de cet endettement, des intérêts de la charge de la dette. Tout ça, évidemment, ce sont des murs et des difficultés bien réelles, mais elles ne viennent pas du Rassemblement national, évidemment, qui est innocent des 50 derniers budgets en déficit que les gouvernements ont présentés, mais ils viennent uniquement de ce système à bout de souffle, qui est incapable de présenter un budget de redressement des finances publiques, comme l'avait lui-même promis Michel Barnier, incapable d'assurer des réformes fiscales fondée sur la justice et la juste contribution de tous et de toutes, est obligé de brandir la panique, la peur du chaos. Je finirai, avant de répondre à vos questions sur ces dispositions techniques et sur ce contexte, par dire que ce n'est pas la première fois que les macronistes utilisent l'autorité qu'ils ont sur l'État, non pas pour servir l'intérêt national, les Françaises et les Français, mais pour faire de la petite politique politicienne qui engage la crédibilité de notre pays, mais engage aussi concrètement les deniers publics. Lors de la dissolution, faut-il rappeler que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, au lieu de rassurer les marchés suite à la dissolution surprise de M. Macron, a agité ces marchés, a amplifié la panique, aboutissant à une dérive de l'écart des taux d'intérêt, des taux d'endettement, pas des taux d'intérêt, oui, de l'endettement français par rapport à l'Allemagne, à un niveau historique, niveau qui ne s'est jamais abaissé, qui aujourd'hui encore est à un niveau plus élevé qu'à l'aboutissement de la crise des dettes souveraines en 2012. Et donc à l'époque déjà, cette tentative désespérée du gouvernement et des gouvernements, des responsables macronistes pour, faire diversion de leurs responsabilités et en faisant croire que le chaos venait des alternatives démocratiques et pas de leur gestion calamiteuse, avait coûté très cher aux Français, avait coûté plusieurs centaines de millions d'euros d'endettement et de coûts d'endettement qui n'auraient pas lieu d'être. Donc c'est vrai que le Rassemblement national, qui avait déjà dénoncé ces pratiques il y a 6 mois, est très en colère de constater qu'on ne peut pas avoir de débat serein, on ne peut pas avoir de débat rationnel avec des gens qui crient au loup sans cesse, qui créent les conditions d'un chaos institutionnel, d'une crise budgétaire, et qui après en appellent à la responsabilité qu'ils n'ont jamais eue. Nous sommes parfaitement responsables. Marine Le Pen, vous pouvez reprendre mot pour mot ces déclarations en réponse au discours de politique générale de Michel Barnier, en réponse à la présentation du PLF de la première version de budget, a été très claire. D'ailleurs, à l'époque, elle avait dit: c'est vous qui, en refusant de négocier avec les oppositions, en refusant d'entendre nos propositions, en refusant d'envisager que peut-être vous auriez tort sur votre gestion, créez les conditions, malheureusement, d'une crise budgétaire ou d'une crise financière, puisque le budget que vous proposez, puisque la politique générale que vous proposez est mauvaise, parce que cette politique générale ne permet pas de rétablir les finances publiques et une trajectoire de désendettement. Et la conséquence logique de tout ça est très simple. Être responsable aujourd'hui
garantir les conditions d'exercice de la démocratie et mettre en place les conditions d'une alternative. Ce n'est pas céder à ce chantage, c'est dénoncer ce chantage et c'est proposer autre chose. Je remarque à ce titre, et c'est quand même suffisamment rare pour le souligner, que les oppositions n'ont pas critiqué le sérieux et la précision du contre-budget que nous avons présenté ici avec mes collègues il y a quelques semaines. Je ne trahis pas de secret en disant même qu'un certain nombre de ministres et d'autorités ont reconnu que ce budget était solide, qu'il était argumenté et qu'il ne méritait pas le mépris qu'il faut bien dire il a eu des plus hauts services de l'État. Donc l'alternative, elle est sur la table. Les propositions alternatives, elles sont sur la table. Il y a eu les propositions du NFP. On les a dénoncées, on les a combattues. Nous étions bien seuls. Le groupe Rassemblement National était le groupe parlementaire le plus mobilisé. Les chiffres de l'Assemblée le traduisent eux-mêmes pour faire face au délire fiscal du NFP, en particulier des Insoumis. Mais les mesures qui ont été votées par le NFP, c'est le programme du NFP. Ils ont été élus sur ce programme. Nous l'avons combattu aux élections, contrairement à M. Attal qui les a fait élire. Nous les combattons encore à l'Assemblée, mais c'est leur programme. Nous avons défendu nos mesures. Un certain nombre d'entre elles, presque 50, ont d'ailleurs été adoptées. Le problème, c'est ce bloc central qui, en sabotant le budget par leur évanescence, par leur disparition ou par leur fainéantise, je laisse là votre propre appréciation, ont laissé passer le programme du NFP avant de les dénoncer. Mais les alternatives, elles sont sur la table. Elles ont été démocratiquement présentées lors des élections, elles ont été démocratiquement défendues par les députés des deux blocs qui s'opposent, et qui s'opposent vraiment et démocratiquement. C'est pas un scandale qu'il y ait des propositions alternatives, c'est la démocratie. Le scandale en démocratie, c'est de prétendre qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'il n'y aurait qu'une seule voie, surtout quand cette voie a créé plus de 3 000 milliards de dettes et 6% de déficit. Donc, céder à ce chantage, à ce mensonge sur le chaos, céder à ce chantage prétendant qu'il n'y a qu'une seule voie technique, politique à suivre, ce n'est pas respecter la démocratie, c'est insulter la démocratie. Et nous, prétendant pouvoir gouverner et devoir gouverner ce pays dans les meilleurs délais, nous respectons la démocratie et nous respectons l'intelligence des électeurs et nous considérons que dans les moments de gravité, eh bien, valider sur une stratégie sur un machiavélisme d'opérette qui nous est présenté un 51e budget de faillite, un 51e année de déficit, un 51e année des réformes structurelles qui devraient être menées pour vraiment rétablir les finances de notre pays, eh bien ce n'est pas servir la France et les Français, c'est continuer pour le coup le vrai chaos dans lequel notre pays malheureusement est pris depuis plus de 30 ans. Et j'ajoute, et j'en finirai là, que s'il fallait confirmer le fait que c'est un mauvais budget, eh bien la Commission européenne a donné quitus hier à M. Barnier, sans doute pour ses bons services faits quand il était commissaire européen et qu'il défendait les intérêts de tout le monde, sauf des Français à ce moment-là. Donc moi, le fait que la Commission européenne, si vous voulez, valide un plan gouvernemental, ça m'inquiète plus que ça me rassure, puisque, faut-il le rappeler, l'ensemble des plans de redressement budgétaire présentés à la Commission européenne depuis que cette formalité existe ont toujours échoué. Donc finalement, cette espèce de duo maléfique entre la Commission européenne et les gouvernements macronistes, Hollande et tout ça, c'est pareil, c'est souvent de mauvais augure. Et c'est même pas souvent, c'est systématiquement de mauvais augure. Et donc les deux partenaires en crime de la faillite de la France soient encore d'accord aujourd'hui pour expliquer que demain sera pire qu'aujourd'hui, eh bien ça donne plutôt des arguments en faveur de l'analyse et de solutions du Rassemblement national. Voilà, je suis disponible évidemment pour vos questions avec mes collègues